c'est parce que j'ai un petit peu perdu ma cadence de lecture, mais on s'y remet tranquillement. Donc ce soir, je vous fais un retour sur 4 livres. Alors d'ailleurs, est-ce que ça vous plaît les vidéos où je vous fais la pile à lire avec des débuts de lecture? Dites-moi. En tout cas, là, I went crazy parce que il y a des livres que j'ai commandés sur un coup de tête et que j'ai commencé à lire, mettant complètement de côté d'autres livres que je me coltine dans ma pile à lire depuis des lustres. Et du coup, j'ai même pas eu le temps de vous les présenter en pile à lire, que je les ai déjà lus. C'est pas grave, soyons fous. Donc je vais voir comment je m'organise pour la suite, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui je vous fais un retour sur 4 livres que j'ai lus, 2 romans et 2, je ne sais même pas comment on appelle ça, 2 livres, je sais pas si on appelle ça des essais, 2 livres qui ont pour point commun la neurologie. Ça, je vous ai parlé de ce livre il n'y a pas longtemps. Le pouvoir de l'amour, c'est ma dernière lecture. Donc c'est une chercheuse et professeure en neurologie qui a fait des études sur l'importance, le pouvoir de l'amour. En gros, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est amoureux. Et ça je vous l'avais présenté dans une pile à lire. C'est un neurologue qui s'est intéressé à... En fait, en neurologie, malheureusement, il y a pas mal de maladies qu'on ne peut pas guérir. Et donc, il s'est senti dépassé. Enfin, il était face à des patients pour qui il ne pouvait rien faire. Impuissant. Voilà, il s'est senti impuissant. Et du coup, il s'est intéressé un petit peu aux guérisons miraculeuses et du coup au pouvoir de l'esprit pour la guérison. Donc voilà, ça c'est les 2 livres que je sais pas comment qualifier, mais on va commencer par les romans que j'ai lus. Je peux enfin dire que j'ai lu Lolita de Vladimir Nabokov. Je sais pas si vous voyez dans quel état est mon livre. Je crois qu'à l'écran c'est un petit peu, regardez. Alors non, je ne l'ai pas jeté dans une flaque d'eau et sauté dessus à pieds joints pendant 15 minutes. Je l'ai lu cet été, donc je l'ai emmené à la plage et j'ai eu plusieurs petits accidents de sac de plage. Voilà, c'était pas fait exprès, mais vraiment ce livre est maudit. Oui, donc au fait je commence par ce livre parce que ça peut être un très gros trigger pour certaines personnes. C'est un livre qui parle de pédophilie, voilà. Du coup je préfère commencer par ça, comme ça si vous voulez pas en entendre parler, j'aurais mis en description chaque livre, les timestamps, et donc allez directement au livre prochain si vous avez envie d'entendre parler de ça. Du coup, pour ceux qui n'avaient pas vu la pile à lire où je présentais ce livre, j'ai acheté ce livre, je devais avoir 20 ans. C'est la version originale, donc c'est en anglais. Et qu'est-ce qui m'a pris? Alors, je me suis complètement surestimée à l'époque. Et j'étais à Londres, donc je suis passée devant dans une librairie. J'étais très fière de connaître de nom ce livre. Et je me suis dit que ce serait vraiment la classe de lire ça en public. Et surtout, pourquoi je connaissais ce classique, c'est parce que, grande fan de Lana Del Rey, et toujours d'ailleurs, j'avais vu dans plusieurs explications de texte sur Genius par exemple, qui avait pas mal de références à Lolita dans les chansons de Lana Del Rey. Donc
l'époque, j'avais absolument pas le niveau d'anglais pour un roman pareil, parce qu'en fait ça a été écrit au siècle dernier, c'est un langage soutenu. En tout cas, je peux vous dire que c'est pas facile à lire. Et ça l'est vraiment pas parce que aujourd'hui, moi je suis plus ou moins bilingue. Je dis plus ou moins parce que j'ai toujours pas en fait le niveau pour ce type de roman. Encore je peux lire même des ouvrages scientifiques ou n'importe quoi qui va utiliser le langage courant de notre époque en anglais. Mais il y a une vraie différence avec quelque chose qui est un peu vieux. Et encore, je sais plus en quelle année ça a été écrit. Mais c'est pas le livre le plus vieux de tous les temps. Première publication, c'était 1959. Et pourtant, ça suffit à ce que c'est vraiment pas pareil que de lire un roman de nos jours. Et après, il y a peut-être aussi le langage soutenu, le langage courant. Mais je suis pas sûre d'ailleurs que Lolita ce soit un langage vraiment soutenu d'ailleurs. En plus de la barrière de la langue, il y a la barrière du thème du livre parce que on est sur une histoire de pédophilie racontée par le pédophile. Et en plus de ça, c'est assez troublant parce que quand on regarde le résumé, j'ai pas réalisé quand j'en ai fait, encore une fois, quand j'en ai parlé dans la pile à lire. Et je vous ai dit que ouais, j'étais un petit peu partagée parce que je savais que c'était un livre qui traitait de ça. Et du coup, je me demandais quelle était l'intention de l'auteur en l'écrivant. Question à laquelle j'ai toujours pas réussi à répondre et personne n'était dans sa tête à ce moment-là. En plus, vu l'époque à laquelle ça a été écrit, on peut s'attendre à tout, puisque en France, encore plus récemment, avec Juliette Godrèche par exemple, il y avait des vieux qui se pavanaient avec des enfants à leurs bras et ça dérangeait personne. Donc je me disais, est-ce que c'est une histoire où il se trouve que les deux personnages ont 20 ans d'écart, ou est-ce que c'est un livre qui parle de pédophilie? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pas la même chose. Est-ce que c'était normal à l'époque et ça dérangeait personne? Et du coup, est-ce que l'auteur, ça le faisait rêver, pour rester poli? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a essayé de dénoncer? Et comme je vous disais, j'ai toujours pas réussi à répondre à cette question à 100%. Et en fait, personne ne le peut, je trouve. Mais en fait, ce que je trouve le plus choquant, bah, c'est le résumé. Parce que là, je suis sur le résumé du coup qui a été rédigé il n'y a pas longtemps par les éditions Pingouin Classique. Et en fait, quand on lit le résumé, bah, je vais vous le traduire de ce pas. Il n'y a pas de monstre plus drôle dans la littérature moderne que le pauvre Doomed, maudit, que le pauvre et maudit Humbert Humbert. On nous dit que c'est un romantique qui est tombé éperdument amoureux de Lolita, la fille de sa propriétaire, parce que la mère de Lolita l'avait hébergée, à la peau de soie de 12 ans. 12 ans, c'est pas écrit dans le résumé, mais lui il en a 32. Est-ce que c'est une bonne façon de décrire ce qui s'est passé, de dire qu'il est tombé éperdument amoureux? Et en plus on nous décrit Lolita avec une peau de soie, comme si c'était sensuel et qu'elle était... ouais, c'est de sa faute puisqu'elle est sensuelle. Donc je trouve que cette phrase est très très dérangeante. Déjà on nous dit que oh, il est vraiment drôle et il a pas de chance et tout. On nous le dépeint comme
un loser attachant. Parce que ce qu'il y a encore une fois, c'est que le livre il est écrit à la première personne. Et donc on voit l'histoire par les yeux du pédophile. Donc du coup, c'est normal. Ce serait normal que si lui s'exprime, vu qu'il est malade mental, il dise je suis amoureux de cette petite fille de 12 ans. Mais là, c'est pas lui qui s'exprime dans le résumé. Et donc chez Modern Classics Pingouin, ils ont lu cette histoire, j'espère. Et ils ont décidé que la façon de résumer cette histoire, c'est de dire qu'il est tombé éperdument amoureux de Lolita. Et c'est pas fini. On nous dit Humbert souffre beaucoup dans la poursuite de cette romance. Rien ne va. Mais quand Lolita va aller chercher de l'attention ailleurs, il va l'emporter dans une mésaventure désespérée à travers le pays. Tout ça au nom de l'amour. Là encore, rien ne va. Déjà, il y a un fait dans le déroulé de l'histoire qui est faux. C'est pas vrai, parce que du coup, au bout d'un moment, très vite dans l'histoire, il l'emporte en road trip. Il la kidnappe d'ailleurs, plus ou moins, parce qu'elle n'a pas vraiment le choix, vu les circonstances. Et c'est pas parce qu'elle était partie s'intéresser à quelqu'un d'autre. Donc déjà, ils se sont un peu trompés dans l'intrigue. Et en plus de ça, encore une fois, la façon dont c'est raconté, on nous parle que de la souffrance du pédophile. Et on nous dit que c'est tout au nom de l'amour. Et là, la phrase après, c'est hilarious, flamboyante, heartbreaking. Bon, c'est peut-être le seul terme qui a un peu de sens. And full of ingenious wordplay. Je veux bien les croire. Lolita est une masterpiece, une œuvre d'art inoubliable sur l'obsession, delusion, la désillusion, and lust et le désir. Dans tout ce résumé, il n'y a que le mot heartbreaking qui nous laisse à penser que c'est quand même une histoire triste. Mais on n'est même pas sûr de si ils ont le cœur brisé pour l'enfant qui a été kidnappé par un pédophile ou pour le pauvre Humbert. Poor doomed Humbert. Donc moi, c'est ce résumé en fait que je trouve hyper dérangeant. Je serais curieuse de savoir quel est le résumé dans d'autres éditions. En tout cas, ça montre bien qu'une même œuvre peut être comprise et appréhendée de façon très différente, parce que si on m'avait demandé d'écrire le résumé, j'aurais jamais écrit un truc pareil. Et je trouve ça vraiment problématique. Parce que, ouais, vraiment, quand on lit le résumé, on s'attend pas. Enfin, les faits sont quand même énoncés. Quoique non, on n'a pas l'âge du fameux Humbert. On a l'âge de Lolita. Et on nous dit pas ce qui va se passer, mais c'est incroyable. On nous parle quand même beaucoup d'amour. Il y a les termes tomber, amoureux, au nom de l'amour. Et on nous dit que c'est une œuvre d'art qui traite de l'obsession, de la désillusion et du désir. Bah non, c'est une œuvre qui traite de pédophilie quand même. Enfin, c'est très... Voilà, je commence à me répéter, mais je trouve que ce résumé est très problématique. Et ça, je vous disais que
quand j'ai acheté ce livre, j'étais pas sûre de comprendre si c'est un livre qui parle d'un sujet grave pour le dénoncer ou si c'était un vieux livre dans lequel il y avait des choses problématiques mais qui avait été écrit à l'époque comme une romance presque lambda. Et quand on lit le résumé, ça fait plutôt pencher la balance pour l'option numéro 2, alors que le résumé, je pense, a été écrit très récemment. Donc bref, ce qui a fait que finalement j'ai décidé de lire le livre, c'est que j'ai regardé, à un moment je me suis mise à regarder un petit peu des vidéos de retour de lecture, ce que je suis en train d'essayer de vous faire. Et je suis tombée sur un retour à propos de Lolita. Et la personne expliquait que non, c'était plutôt l'option numéro 1. Vladimir Nabokov, voilà, il a décidé de montrer cette atrocité de cette façon-là. Et donc, il faut lire ce livre, qui en plus à en croire la plupart des avis est excellent au niveau du style, etc. Donc, vu que ça faisait une dizaine d'années que je l'avais dans ma bibliothèque, je me suis lancée. Alors, j'aurais pas dû, déjà parce que j'ai toujours pas le niveau en fait pour lire ça en anglais. Et comme je l'ai presque, si j'avais vraiment pas le niveau, ça aurait pas duré longtemps, je m'en serais vite rendu compte. Mais en fait, je l'ai presque le niveau, c'est-à-dire que il y avait des passages entiers où il n'y avait pas de souci. Et puis il y avait pas mal de passages où il me manquait un mot par phrase. C'est quand même beaucoup. C'est pas une lecture hyper agréable. Mais je me suis accrochée. J'ai adopté 2 stratégies pour les moments durs où vraiment il y avait pas mal de mots que je comprenais pas selon mon humeur. Et si j'avais mon portable à portée de main, j'allais sur Google Traduction et je traduisais les mots qui me manquaient. Alors c'est fastidieux, c'est presque... ça devient une activité un peu différente de la lecture simple. Et à la limite, ça fait gagner des mots de vocabulaire. Mais ouais, c'est quand même pas... ça en devient une activité moins plaisir, quoi. Et puis, je vous dis, quand j'avais vraiment la flemme ou que j'avais pas mon portable, et des fois il y avait des passages où il me manquait pas mal de mots. Et tant pis, ça me faisait des textes à trous. Des fois, avec le contexte, on a une bonne idée de ce que ça peut vouloir dire, et puis des fois, non. Et ça rend l'ensemble assez flou. Donc déjà, mon erreur, ça a été de continuer ma lecture en anglais. J'aurais soit dû le lire en français, soit le garder dans ma bibliothèque pour encore 2-3 ans, à un moment où ça aurait été plus facile pour moi de comprendre tout ça. Donc régulièrement je me demandais si je devais continuer ou arrêter. Arrivé à la moitié du livre, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit non, j'ai déjà fait tout ça. Et en fait, vu que ça avait déjà été un effort, je me disais j'ai quand même pas fait tout cet effort pour m'arrêter là. Je savais que si je m'arrêtais, je le reprendrais jamais. Donc j'ai continué. Et du coup, j'ai passé des heures sur ce roman, des heures à galérer pour comprendre ce qui se passait. Donc déjà, je peux pas juger le style littéraire. Apparemment c'est truffé de... Justement d'ailleurs ça n'a pas dû aider à la lecture pour moi, parce qu'apparemment il y a des jeux de mots, il y a beaucoup d'humour, donc des fois on sait pas, enfin en tout cas je ne savais pas des fois si c'était premier ou second degré. En général je sais si c'est du premier ou du second degré, mais quand il me manque plusieurs mots par phrase, en plus on a un personnage qui à un moment sombre à moitié dans la folie,
Enfin d'ailleurs on peut considérer que comme c'est un pédophile, il est fou pendant tout le livre. Mais à un moment, on se demande s'il a des hallucinations ou pas. Donc vu qu'on est sur quelqu'un qui potentiellement hallucine, qui souvent fait de l'ironie, des jeux de mots, c'est plein de choses ajoutées qui font que c'est une lecture un peu subtile. Voilà, faut avoir un petit peu d'esprit, je pense, pour apprécier. Et donc, quand on comprend à peine la trame de l'histoire, j'en rajoute un peu, mais quand il manque beaucoup de mots, et ben, clairement, j'ai pas pu profiter de toutes les qualités qu'on attribue souvent à cette œuvre. Donc, je ne me prononcerai pas là-dessus. Et donc, que dire du fond? Je vous avoue que, et j'ai conscience que c'est pas une position très intellectuelle de ma part, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai un peu du mal à complètement séparer l'auteur de son personnage principal slash narrateur. Je sais qu'il faut le faire. Quelqu'un qui écrit un film d'horreur n'est pas un serial killer. En tout cas, c'est pas obligatoire. Et je sais que Vladimir Nabokov a écrit pas mal de choses. Et j'imagine que à chaque fois il se met dans la peau d'un personnage différent et que c'est pas tous des, des pédophiles. Donc certainement que si je lisais d'autres de ses œuvres, j'arriverais à accepter l'idée que c'est un personnage parmi d'autres. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour moi, c'est le mec qui a décidé de raconter une histoire de pédophilie à la première personne. Donc je le regarde un petit peu comme ça. Je me dis mais pourquoi est-ce qu'il a ressenti le besoin de faire ça et comment ça se fait qu'il l'a fait aussi bien. Mais voilà, j'ai conscience que c'est pas très intelligent de ma part forcément, mais juste je peux pas m'empêcher en fait. Et après, la façon dont c'est écrit, comment dire, j'étais curieuse de savoir si il allait essayer de faire un personnage attachant, comme c'est un petit peu disé dans le résumé par exemple. Auquel cas j'aurais trouvé ça très problématique justement parce que tu nous fais nous attacher à ce personnage pédophile, donc c'est un peu une façon de nous faire accepter ça, essayer de nous le faire comprendre, enfin horrible. Alors il y a un peu de ça puisque le personnage est quand même, je pense, encore une fois je l'ai lu dans un niveau de langue qui était trop haut pour moi, donc j'ai pas tout capté, mais il me semble quand même que le but de l'auteur dans sa façon d'écrire, c'est de nous rendre le personnage principal assez drôle et attachant. Donc c'est bel et bien problématique je trouve, parce que quelqu'un d'un peu faible d'esprit, il lit ça, il trouve le personnage très sympathique et il se dit ah bah c'est ok alors. Sauf que quand même, pour contrebalancer ça, je voudrais quand même le noter, on va dire que la pédophilie n'est pas son seul... parce que si ça avait été un homme complètement normal sur tous les plans, qui avait juste des tendances pédophiles, ça irait vraiment dans le sens de le normaliser, d'essayer de nous faire accepter ça. Or, il a beau essayer de nous le rendre drôle et attachant, le personnage principal c'est quand même un personnage qui parle à plusieurs reprises de tuer des gens, donc c'est officiellement pas une bonne personne et ça du coup je préfère. Et c'est aussi quelqu'un qui sombre
la seule folie de la pédophilie, mais on voit qu'il devient complètement barge. Donc d'un côté drôle et attachant, de l'autre côté pédophile, mais aussi tueur et complètement barge. Écoutez, voilà, je pense que quand même des gens très faibles d'esprit et avec peu de valeur pourraient prendre ça comme l'occasion de normaliser la chose, voire de se déculpabiliser de leur propre penchant. Donc je trouve ça un peu dangereux de ce côté-là. Et d'ailleurs, faut rappeler quand même que le manuscrit, il avait été refusé par tous les éditeurs classiques à l'époque et que le seul qui a bien voulu le publier une première fois, puisqu'entre-temps c'est devenu un succès et un classique, ça a été une maison d'édition de littérature érotique. Donc Vladimir Nabokov, il a quand même accepté ça, et toutes les premières personnes qui ont lu ce livre, c'était des gens qui avaient besoin d'un support pour s'exciter. Donc bon, voilà quoi. Je pense que y a pas mal de gens qui ont lu ce livre, pas pour s'informer sur les dangers de la pédophilie, mais juste pour kiffer l'histoire glauque qui se trouve à l'intérieur. Donc bon, après d'ailleurs, une œuvre d'art n'a pas besoin d'être l'un ou l'autre. Depuis tout à l'heure, je vous parle des deux extrêmes. Est-ce que c'est préventif ou est-ce que c'est l'apologie de la pédophilie? La vérité se trouve certainement entre les deux. Mais je vous parle des deux extrêmes pour mieux illustrer mon propos et mes questions. Voilà les amis, donc moi personnellement j'ai pas pris un plaisir immense à cette lecture. Voilà, j'ai répété 10 fois déjà. Je pouvais pas l'apprécier déjà à cause du niveau de langue. Mais écoutez, du coup je peux rien vous dire. Si vous avez envie de lire ça en français, il y a moyen que ce soit bien écrit. Dites-le moi. Je le relirai pas en français dans tous les cas. Mais voilà, donc si c'est pas un sujet qui vous trigger, pourquoi pas tenter l'expérience. Si vous l'avez déjà lu d'ailleurs en français, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et passons tout de suite au deuxième roman que j'ai lu. Il s'agit des Corps hostiles de Stéphanie Pollack. Les amis, assez grande déception. Je sais pas pourquoi j'avais de grands espoirs concernant ce roman, parce que j'aimais bien le thème. C'était une histoire d'amour sur deux personnes qui viennent pas du tout du même milieu social, et en l'occurrence une femme plus intello, bobo, bourge rebelle, et un espèce de chanteur ancien repris de justice, mais chanteur vraiment populaire, genre Kenji Girac. Et bon, je l'ai lu en entier, c'est bien que c'était pas non plus un enfer, mais j'ai quand même été déçue autant par le fond que la forme. Alors en ce qui concerne le fond, le personnage principal donc féminin, j'ai trouvé que elle était complètement misogyne, pick me, et c'est un personnage très cynique, mais comme je déteste, c'est-à-dire que c'est la personne qui est cynique parce qu'elle trouve qu'être cynique c'est cool, et elle déteste tout ce qui est développement personnel et tout. Alors moi ça m'est égal, les gens qui aiment pas le développement personnel, chacun fait bien ce qu'il veut, mais les haters du développement personnel, vraiment je trouve que
je sais pas quel est leur problème, à quel point il faut être aigri pour détester quelque chose qui fait du bien à plein de gens. En fait, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Donc, et en parlant de haters, enfin, vraiment, le personnage principal, c'est la plus grande des haters. Je dis qu'elle est misogyne parce que en fait elle tombe amoureuse de ce chanteur, le beau gosse qui fait de la muscu et tout, qui a énormément de succès vu qu'il est connu. Et en fait la façon dont elle parle de la horde de conquête de ce mec là, c'est vraiment caricatural, c'est vraiment toutes ces filles superficielles qui passent leur temps sur Instagram et qui mettent des citations bateaux de développement personnel. Et il n'y a aucune nuance dans ces personnages-là. Et c'est vraiment, ouais, il y a les écervelés et les jolies filles écervelées d'un côté, complètement bête, complètement superficielle, rien d'intéressant. Et à côté, il y a, comme elle du coup, le personnage principal. Et je suspecte l'auteur de ne faire qu'un avec ce personnage principal. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, le personnage principal se décrit comme une beauté moins évidente. Voire, elle dit qu'elle n'est pas jolie, mais que on peut lui trouver un charme. Mais elle, attention, elle a une âme. Elle a un cerveau. Et donc voilà, d'un côté, il y a les femmes qui ont une âme et un cerveau. Et elles peuvent pas être belles parce qu'il faut choisir. Et de l'autre côté, il y a les mannequins écervelés qui valent rien. Ça fait ouais, vraiment femmes qui aiment pas les autres femmes. Et d'ailleurs, ce personnage a une meilleure amie et elle traite pas bien sa meilleure amie. À un moment, elle lui donne plus de nouvelles et elle culpabilise pas. Le personnage principal est complètement égoïste et elle critique aussi beaucoup sa meilleure amie. Donc on est encore une fois sur un personnage principal vraiment désagréable et un personnage principal avec lequel on a du coup du mal à s'identifier. Et alors pourquoi je dis que l'auteur est la même personne que le personnage principal d'après moi? Après, je devrais peut-être me contenter de juger l'œuvre. Mais pourquoi je dis ça? Parce que donc le personnage principal c'est quelqu'un qui est né dans la bourgeoisie mais qui a essayé de devenir quelqu'un d'un peu rebelle en portant des blousons en cuir et en faisant de la moto et en écrivant des chansons. Elle est parolière, en écrivant des chansons apparemment à la fois très intelligentes mais aussi rentre dedans, crues, etc. Et en fait, c'est exactement ce que dit la façon d'écrire de l'auteur. C'est-à-dire que j'ai aussi eu beaucoup de mal avec l'écriture parce que il y avait des mots d'un langage hyper soutenu, parce que moi j'ai quand même une bonne maîtrise de la langue française et pourtant elle a réussi à nous mettre presque un mot par page que j'avais jamais lu ni entendu, que je connaissais pas. Donc c'est pas des mots qu'on utilise tous les jours. Et à côté de ça, il y a aussi du langage très grossier. Donc c'est un grand mélange avec du vocabulaire très soutenu et du vocabulaire très familier. Et c'est ça que ça rend. Je fais partie de la grande bourgeoisie, je suis une intellectuelle et d'ailleurs je m'en gargarise. Mais attention, je suis aussi rock et rentre dedans et j'ai pas peur de dire des gros mots. Et vraiment j'ai pas trouvé que c'était une lecture très agréable. Donc voilà quoi. Après, vu que je venais
venais de finir Lolita, qui a été un vrai calvaire à lire pour moi. Ça m'a quand même fait du bien de passer à du français et à des caractères un peu plus gros, et parce que je trouve ça important, une page qui respire. Lolita, en plus de tout le reste, c'était écrit minuscule. Enfin bref. Et en plus de ça, je trouve que il y a un énorme défaut dans ce livre. Donc au début du livre, on nous explique en quelques phrases que elle a pris le parti pris, donc par elle, j'entends le personnage principal, d'alterner entre un récit narratif qui parle donc à la troisième personne et un récit à la première personne. Donc il nous explique ça comme ça en quelques phrases, en disant que il y a des choses qui sont dures à raconter à la première personne du singulier, et que donc des fois, pour décrire certaines scènes, elle va se mettre dans la posture d'un narrateur externe. Pourquoi pas? Mais j'ai une théorie. Moi, je suis sûre que à la base, elle avait écrit son roman en alternant entre une narration omnisciente et une narration à la première personne du singulier. Mais comme elle n'a pas réussi à avoir un point de vue différent, les pensées du personnage principal, c'était aussi, et ses points de vue, ses opinions, c'était aussi les opinions et les points de vue du narrateur omniscient. Donc à mon avis, son éditeur lui a dit: ah oui, c'est très bien, mais tu voudrais pas rajouter ces 3 petites phrases au début du livre pour expliquer que c'est bien le personnage principal qui raconte toute l'histoire, mais que parfois on passe à la troisième personne du pluriel, parce qu'en fait c'est pas un narrateur omniscient si le narrateur pense tout pareil que le personnage principal. Et là où ça crève les yeux que l'autrice n'a pas réussi à adopter les différents points de vue, c'est quand elle écrit une grande lettre qui est rédigée par l'homme. Donc c'est la seule fois, il y a quelques dialogues dans le livre, mais sinon c'est toujours les pensées du personnage féminin, puisque soit elle est la narratrice, soit en fait elle est tout le temps la narratrice, et des fois c'est à la première personne du singulier et des fois c'est à la troisième personne du singulier. Et il y a assez peu de dialogue, donc on ne sait de l'homme que ce que nous raconte la femme et ce qu'elle en pense. Et la seule fois où on a un peu accès aux profondeurs d'âme, on va dire, de l'homme, c'est parce que on nous lit une grande lettre qu'il a écrite à un ami à lui. Et en fait, c'est pas crédible une seconde, parce que, comme par hasard, là aussi, il a les mêmes points de vue. Il pense tout pareil, d'une certaine façon, que le personnage féminin. Et il y a même des expressions qu'on n'utilise pas tous les jours, qui sont redondantes dans le roman et qui sont utilisées par le personnage féminin, par le narrateur. Bon, du coup, grâce au superfuge de l'éditeur qui est devenu, qui est resté le personnage féminin, mais aussi par le personnage masculin, des tics de langage qui sont utilisés par les différents personnages, ça marche pas. Mais surtout, c'est la façon de voir les choses, parce que, alors, je vais vous spoiler un petit peu, si vous aviez encore envie de lire ce livre, n'hésitez pas à passer au livre suivant, parce que de toute façon c'est bientôt fini, et là je vais vous spoiler un petit peu. En fait, à un moment, le personnage principal féminin pète un peu un plomb. Ils sont plus en contact les deux. Et elle le harcèle. C'est dit, elle le dit, elle nous le dit. Elle lui laisse 10 messages vocaux dans une après-midi. Enfin, c'est du harcèlement, c'est clair et net. Et donc là, moi je me dis, mais génial, enfin il se passe quelque chose dans ce roman. C'est en train de virer à l'érotomanie. Il se passe quelque chose, quoi. Et on
on se dit le mec de l'autre côté il doit être en train de flipper, de se dire waouh, quelle horreur. Et en fait, quand on a accès à ses pensées, bah non, il pense tout comme elle, c'est-à-dire qu'elle, elle le harcèle en se disant je suis sûre qu'au fond, il sait qu'on est fait pour être ensemble. Et après, quand on a accès aux pensées de l'homme, il dit à son copain je ne lui réponds pas, mais au fond, je sais qu'on est fait pour être ensemble. Donc en fait, j'ai été très déçue pour toutes ces raisons. Voilà, je sais pas si vous avez réussi à suivre ce que j'ai dit, parce que je sais pas si j'ai été claire ou pas du tout. Ça m'embête un peu. Quand j'ai eu l'idée de vous faire des vidéos retour de lecture, je pensais pas que j'allais lire des livres que j'allais pas aimer du tout. Donc du coup, je pensais pas me retrouver à faire des critiques aussi négatives. Et j'ai toujours eu assez peu de respect pour les gens dont le métier c'est critique et qui sont très méchants, parce que souvent c'est des gens qui n'ont pas réussi à faire le métier en question, et du coup à la place ils critiquent les gens qui au moins essayent de le faire. Donc j'espère que Stéphanie Pollack ne passera pas par là, parce que mon but n'est pas de faire de la peine à quelqu'un, mais il fait partie des 4 livres que j'ai lus et j'ai vraiment pas aimé quoi. Donc c'est la vie, il y a peut-être plein de gens qui l'ont adoré. Allez, on passe à la suite. Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non. Donc Antoine Sénanque, c'est un neurologue, et moi j'ai découvert son existence sur YouTube parce que je regardais des vidéos sur le thème du miracle médical, parce que ça existe, hein. Il y a beaucoup d'exemples de miracles médicaux, et donc c'est des guérisons qui vont à l'encontre de toute la logique scientifique, etc. Et j'ai voulu m'intéresser à ça, et donc ça c'est un livre qui a été écrit par un neurologue, donc quelqu'un de sérieux et de compétent, pas un illuminé qui va nous raconter juste ce qu'on a envie d'entendre. Et pourtant lui aussi il croit au miracle et il s'est penché sur ces questions, et en l'occurrence au potentiel pouvoir de l'esprit sur la guérison. J'ai adoré ce livre, je l'ai lu petit à petit quand même, parce que ça reste un livre sérieux, je dirais pas difficile à lire, et surtout ça dépend de votre niveau d'habitude à la lecture et de pouvoir de concentration, mais c'est assez dense, il y a beaucoup d'informations. Donc moi j'y suis allée petit à petit, mais j'ai adoré. Dans un premier temps, il y a pas mal de vulgarisation scientifique sur le cerveau et le fonctionnement des neurones et tout. Moi j'ai appris plein de trucs puisque je ne savais rien à ce sujet. C'était très intéressant. Il nous parle d'études et d'expériences en tout genre que je ne vais pas vous raconter, mais n'hésitez pas à vous procurer ce livre si ça vous intéresse, qui démontre, franchement c'est assez étonnant, il y a des études et des expériences qui ont été menées dont on ne parle pas énormément dans les médias, alors que quand même c'est surprenant. Et à défaut de prouver quoi que ce soit, ça prouve que on ne comprend toujours pas tout à notre monde, ça c'est clair. Et moi qui suis un peu dans la loi de l'attraction, etc., le terme loi de l'attraction n'est pas dit une seule fois dans le livre. Je sais même pas si l'auteur a entendu parler de ce concept, en tout cas de cette façon. Mais finalement, tout ce à quoi il s'est intéressé et toutes les expériences dont je vous parle et tout, ben ça rejoint complètement ces théories-là, puisqu'on s'intéresse au pouvoir de l'esprit sur la matière et sur les... Enfin, c'est... Ouais, ça se rejoint vraiment, sauf que la loi de l'attraction, c'est plus
le côté à la mode chez les jeunes sur les réseaux sociaux. Et là on est du côté sérieux, mais c'est la même chose. C'est aussi, donc c'est de la vulgarisation scientifique, mais c'est aussi un livre assez philosophique. Et justement, on voit qu'il y a deux familles. Il y a la famille des matérialistes et la famille des spirituels, sur la question de qu'est-ce que l'esprit. Et les matérialistes, qui sont une énorme majorité dans nos sociétés modernes, et encore plus en majorité dans les scientifiques, les médecins, etc. Et ben, d'après eux, l'esprit et les pensées seraient une sécrétion du cerveau. Donc en gros, à l'origine, il y aurait le cerveau, et c'est le cerveau qui produit nos pensées, qui serait notre esprit, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc s'il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien. Donc quand on meurt, il n'y a plus rien. Et il y a les spirituels, dont fait partie Antoine Sénanque, et dont je fais partie. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce livre, qui pense que ça, non. Et qui pense que le cerveau serait plutôt un genre de récepteur, une parabole, qui capterait notre esprit. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin, quand on est dans notre corps, on a besoin du cerveau pour penser et pour s'exprimer, pour faire quoi que ce soit d'ailleurs. Donc il faut avoir le récepteur, mais on pense que c'est pas tout ce qu'il y a, et qu'il y a certainement un esprit qui n'est pas que dans ce corps, et que donc quand ce corps meurt, l'esprit éventuellement persiste, perdure sous une autre forme. D'ailleurs, je précise que l'auteur est athée, il me semble, mais qu'il a un grand respect pour toutes les religions. Donc c'est pas un livre qui fait l'apologie d'une religion, donc n'ayez pas peur. Et pour autant, si vous avez une religion, vous n'allez pas du tout vous sentir insulté par quoi que ce soit, parce que ça va vraiment dans le sens de la spiritualité sans être affilié à une religion en particulier. Et donc à la fin du livre, une fois qu'on a vu tout ça, il nous expose plus ou moins une théorie que j'avais pas vu venir. En fait, il nous parle beaucoup de la pensée collective, donc du pouvoir de la pensée collective. Et c'est vrai que moi, ça fait des années que je m'intéresse à la loi d'attraction, et donc la loi de l'attraction en général, on parle de la pensée d'une personne au sujet d'elle-même pour sa vie. C'est très... Je sais pas si on peut dire que c'est égoïste, c'est très... Chacun pour soi, chacun agit sur soi. Et ouais, c'est vrai que je m'étais jamais intéressée plus que ça à la pensée collective. Et donc ça m'a ouvert à cette perspective. C'est plus dur à mettre en place du coup. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est un livre qui parle de guérison, mais si malheureusement vous-même ou un de vos proches êtes malade, n'achetez pas ce livre en pensant qu'il y a une formule magique à l'intérieur, évidemment. Qu'il n'y en a pas. C'est beaucoup plus une réflexion de fond sur le sujet qu'une solution immédiate, évidemment. Mais du coup, la pensée collective, c'est vrai que bah ouais, moi j'avais pas entendu grand chose à ce sujet, donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'est aussi, je trouve, assez inquiétant dans le sens où dans le livre on s'intéresse vraiment aux aspects positifs du pouvoir d'une pensée collective positive. Mais en fait, le revers de ça, c'est ce qu'on appelle le mauvais œil. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus je commençais à me dire que le mauvais œil c'était un vrai truc. Mais donc il y a aussi le versant positif qui n'a pas vraiment de nom, le bon œil. Enfin bref, moi
moi j'ai adoré ce livre. Je sais pas si mon résumé lui a fait justice, mais si vous êtes un peu spirituel et que vous avez envie aussi de lire quelque chose de sérieux et d'un peu scientifique, c'est vraiment super. J'ai adoré. Et enfin, les amis, le pouvoir de l'amour de Dr Stéphanie Cacioppo. Stéphanie Cacioppo est née en France et a mené sa carrière professionnelle en Suisse, puis aux États-Unis. Professeure à l'université d'Oregon aux États-Unis, elle est une des autorités mondiales en matière de neurosciences des connexions humaines. Je vous ai lu ça parce que je me rappelais plus de quelle origine elle était, mais parce que je sais qu'elle parle anglais, vu que c'est traduit de l'anglais, et par contre, elle a habité en France. Mais vous savez quoi, j'ai qu'à vous lire le résumé parce que du coup celui-là je ne vous l'ai pas présenté dans une pile à lire. Stéphanie Cacioppo est reconnue pour avoir la première identifié le mécanisme psychologique cérébral à l'œuvre lorsque l'amour nous saisit. Dans cet essai, c'est bien un essai, hors du commun, elle dévoile l'histoire de sa science et la science de son histoire pour nous faire ressentir une part essentielle de nous-mêmes et la plus mystérieuse. Le pouvoir de l'amour est une invitation à découvrir comment et pourquoi notre cerveau tombe amoureux. La rencontre déclenche des réactions physico-chimiques qui nous procurent du bonheur, contribuent à notre performance intellectuelle et à notre bonne santé physique. Stéphanie Cacioppo ne nous livre pas seulement un essai scientifique, mais aussi un témoignage mené à la première personne. Elle raconte comment elle est tombée amoureuse du célèbre professeur John Cacioppo, spécialiste américain des effets cérébraux de la solitude. Devenu son mari et son partenaire professionnel pendant 7 ans, il est décédé de façon soudaine, la laissant veuve et désemparée. C'est alors qu'elle est devenue son propre objet de recherche. Voilà donc, du coup vous l'aurez compris, la façon dont c'est construit, elle nous donne des informations scientifiques, bien que j'avoue j'ai appris moins de choses dans ce livre que dans le précédent. J'ai vraiment appris moins de choses, mais ça a été quand même très agréable à lire. Je dirais pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, ça dépend de ce que vous recherchez en fait. Parce que je disais, elle nous raconte son histoire de vie. Et à la fois, il y a quelques faits scientifiques, donc il y a moins de faits scientifiques. Mais il y a son histoire de vie qui est très intéressante. Donc ce que j'ai appris, c'est que quand on est amoureux, on a une plus grande vivacité d'esprit, une plus grande résistance à la douleur et un bien-être général accru, mais ça je pense qu'on s'en doute. Et donc elle a mis au point des expériences qui vérifient ça et tout, et c'est assez intéressant. Après son histoire de vie, ça va peut-être résonner avec certains d'entre vous vu que vous êtes nombreux à m'avoir rejoint par rapport à ma vidéo sur mon célibat éternel. Et je sais plus à quel âge, mais elle avait, il me semble, dans les 35 ans quand elle a rencontré son mari, l'amour de sa vie. Mais avant lui, elle avait toujours été seule, ce qui était assez cocasse vu que toutes ses études portaient sur l'amour et sur ses bienfaits. Et ce qui était cocasse aussi, c'est que du coup, l'homme qu'elle a rencontré, lui, était spécialiste sur la question de la solitude. D'ailleurs, ça m'a donné envie de lire un peu ce qu'il a fait. Et voilà, ils sont tombés fous amoureux, c'est une très belle histoire, donc de quoi redonner un peu d'espoir aux gens qui ont 30 ans et qui pensent que c'est trop tard. Voilà, donc c'est jamais trop tard. Et même les solitaires endurcis peuvent trouver l'amour et ça peut bien se passer du premier coup. Donc
non seulement c'est un livre qui peut redonner un peu d'espoir par rapport à ce témoignage-là, mais si jamais vous êtes un petit peu trop habitué à votre solitude, c'est un livre qui peut donner envie d'y aller, quoi, d'aller essayer de faire quelque chose pour changer ça. Et d'ailleurs moi c'est un petit peu dans cette optique là que je me l'étais procuré, et voilà quoi, j'ai trouvé que c'était agréable à lire, et j'y ai trouvé à peu près ce que je pensais y trouver. Donc voilou les amis, la vidéo touche à sa fin. Je vous fais